Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire de chez Lacoste et aujourd'hui, on fait un 21e épisode de ce merveilleux podcast. Je reçois Michel Rioux pour une deuxième fois sur le podcast, qui est professeur à l'ETS, pour discuter d'un nouveau modèle d'affaires qui n'est pas à négliger dans le domaine industriel, manufacturier, qui est les équipements en tant que service. Donc, une forme quand même d'innovation chez les entreprises manufacturières. Je vais laisser Michel nous en parler davantage sur ce podcast. Sur ce, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Rioux, Michel, ça va bien? Ça va bien, merci Simon. Alors, on va continuer avec Michel, ça va être parfait comme ça. Ouais. Monsieur Rioux, Michel, on peut se tutoyer. Deuxième fois sur le podcast, Michel, encore une fois, un grand merci d'être de retour puis de participer à cette initiative-là puis d'offrir du très bon contenu là, pour notre auditoire. Là. Vraiment, merci. C'est un plaisir d'être ici. Donc, on a déjà fait un podcast ensemble. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ont peut-être envie d'aller revoir ce podcast-là avec Michel, qui est un sujet super intéressant sur la main-d'œuvre de demain, main-d'œuvre du futur dans un contexte de transformation numérique. C'était le deuxième épisode de la mini-série avec le Centre d'expertise industrielle, d'ailleurs, qui était conseiller spécial là, au CEI de Montréal, là, le Centre d'expertise industrielle. Donc, ça équivaut à peu près au 15e épisode là, du podcast Expérience 4.0. Donc, vous pouvez aller voir ça, dans lequel on parle de la main-d'œuvre du futur, super intéressant. Puis aujourd'hui, un sujet différent, mais tout aussi captivant qu'on va discuter ensemble. Puis avant, je veux peut-être faire un petit topo pour savoir, t'es qui, Michel? Là? Moi, je commence à le savoir pas mal, mais pour faire peut-être un petit survol. Donc, professeur à l'ETS depuis plus de 21 ans quand même. Puis aussi conseiller spécial au CEI de Montréal. Puis, tu es aussi derrière quand même des beaux projets d'innovation. Entre autres, là, tu m'as lancé la balle, le gratin. Dans le cadre numérique. Je te laisse m'en dire un petit peu plus sur ce projet d'innovation-là que tu es derrière, là, qui est super pertinent et qui va avoir un lien, entre autres, avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Excellent. Donc, écoute, effectivement, pour résumer, une dizaine d'années de travail professionnel avant d'être prof, déjà plus de 20 ans comme prof et déjà presque un an et demi là, comme conseiller spécial, commissaire industriel au Centre d'expertise industrielle de Montréal, qui est un centre de transfert de technologie 4.0. Mm-hmm. Et puis, le gratin, effectivement, moi, mon lab de recherche à l'ETS s'appelle Numérix. Donc, c'est un laboratoire de recherche sur les entreprises numériques. Et on est beaucoup là-dedans. On est plus qu'une douzaine de profs. Puis, on a un petit sous-groupe qu'on appelle le gratin. Donc, le gratin, ce serait curieux. Allez voir la définition dans le Larousse de gratin. Vous allez voir que c'est pas juste du fromage. Hein. Non, c'est à ça que je pensais. Là. Oui, il y a quelque chose d'assez amusant avec ça. Et puis, le gratin, c'est le groupe de recherche-action, d'innovation et de transformation numérique. Donc, numérique, c'est parce que c'est dans le lab numérique. Et on aime faire de l'innovation, de la transformation numérique. Alors, ce petit groupe-là, évidemment, fait de la recherche-action. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas tant de la recherche en laboratoire ou, j'aime dire, à la bibliothèque. C'est vraiment de la recherche avec les entreprises. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, moi, c'est un peu ma marque de commerce. Là, j'ai toujours eu... je suis un ancien praticien. Maintenant, ça fait 2/3 du temps que je suis un académicien, mais je reste très, très, très connecté dans la vraie vie. Et c'est pour ça que, une journée par semaine, donc je travaille avec le Centre d'expertise industrielle de Montréal, où, encore une fois, je fais des projets et puis je participe avec mes collègues. On développe des ateliers, on développe toutes sortes de choses pour aider les compagnies à faire du transfert vers la transition numérique. C'est super intéressant, puis ça a un lien justement avec le dernier épisode qu'on a fait. Puis d'ailleurs, tu es professeur aussi à l'ETS là, au niveau de la main-d'œuvre, puis de rassembler les gens, du moins les cerveaux, alentour de ces projets-là pour faire innover, puis justement apporter des nouveaux, peut-être des modèles d'affaires à développer aussi, là, qu'on va parler aujourd'hui. 4.0 est souvent vu comme très, très, très technologique, évidemment, mais il est très, très, très compétence. Et c'est souvent peut-être les petites racines manquantes là, qu'il faut faire pousser un petit peu plus. Parce qu'il faut les adopter, ces technologies-là, il faut les utiliser, il faut les comprendre, puis après, il faut optimiser continuellement. Donc, inévitablement, les cerveaux, l'humain qui est derrière, il est extrêmement important. Michel, belle petite intro, puis on va pouvoir y revenir à la fin parce qu'on va avoir un beau projet à discuter d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle des équipements en tant que service, un modèle d'affaires qui est en train de prendre place dans le domaine manufacturier. Tu m'as lancé la balle, tu as fait plusieurs conférences à ce sujet-là récemment. Je suis curieux, on en a discuté un petit peu brièvement, mais qu'est-ce que c'est les équipements en tant que service? On est habitué, là, je fais le parallèle avec les fameux SaaS, Software as a Service, qu'on connaît bien, les différentes technologies. Ailleurs, les CRM, que nous, on pose beaucoup. Mais là, les équipements en tant que service, j'imagine que c'est un peu le même modèle. Je te laisse m'en parler un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, moi, je vends ça comme une solution à court terme, puis je vends ça, j'ai rien à vendre. Là, je suis un prof qui vend des idées, puis je suis un commissaire industriel qui aide à faire de la transformation. Mais l'idée, peut-être juste, je vais faire une mise en contexte. Pour moi, au Québec,
Québec, je suis très préoccupé par la performance du tissu industriel québécois. Et puis, ça vient de loin. Donc, historiquement, au Québec, on n'a jamais été très, très fort en investissement technologique. On n'a jamais été très, très productif. Donc, productif au sens économique, là, donc la valeur créée par employé et tout. Et ça, c'est pas parce que les Québécois travaillent moins fort, loin de là. Je pense qu'ils travaillent très, très fort. Mais l'équipement industriel qu'on utilise est directement un vecteur de productivité. Alors ça vient d'où? Ça vient que on n'a pas investi, on n'était pas performant et aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, qui est malheureusement beaucoup plus chronique, hein, c'est pas une vague, là, donc malheureusement, on va vivre, on regarde la pyramide des âges depuis des décennies, on est dans une pénurie de main-d'œuvre chronique. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut pas continuer tel qu'on est. Alors pour moi, l'image que je fais du Québec, c'est une société qui n'a jamais été très, très productive. Bon, on a un bon niveau de vie, mais il y en a qui ont performé pas mal plus que le Québec quand même. Et puis, on a manqué d'équipement, on a manqué de compétences dans bien des cas. Et aujourd'hui, ça a exacerbé ce problème-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? On a des compagnies qui performent encore moins bien parce que lorsqu'on manque de main-d'œuvre, nécessairement, c'est pas là que la productivité et le rendement économique augmentent. Donc, on a un besoin criant d'avoir accès à de la technologie performante. Et ça, le problème qu'on a, c'est que quand on est rendu une entreprise qui était déjà moyennement performante, qui manque de main-d'œuvre, qui est rendue en mode, je vais dire, dégradé, c'est dur d'aller chercher des investissements. On va se parler tout à l'heure de CAPEX, OPEX, mais la capacité de financement n'est pas à son meilleur. Donc, c'est un peu un cul-de-sac. Où est-ce qu'on est pris? Où est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Donc, moi, ma solution à ça, c'est de dire, faisons une extension du fameux software as a service. Donc, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui remet ça en cause, là, de toute évidence. Et moi, j'essaie de faire en disant, on veut créer un écosystème et avec le CEI, on travaille là-dessus. On essaie de rassembler des fournisseurs d'équipements, on essaie de rassembler des consommateurs, des utilisateurs d'équipements. Mais ça prend aussi, on va voir le rôle des financiers dans ça. Donc, il faut financer ça autrement. Et évidemment, toute la gang, je vais dire, de technologie 4.0, parce que là, effectivement, il faut savoir beaucoup plus ce qui se passe avec nos équipements. Il faut comprendre leur état. Et là, nécessairement, donc j'ai un peu 4 groupes là, qui sont en satellite autour du concept d'équipement en tant que service, qui pour moi est, je pense, la solution à notre pénurie de main-d'œuvre et à notre manque de productivité. Intéressant. Il y a plusieurs composantes qui est alentour un peu de ce modèle-là. Puis il va y avoir des côtés positifs, évidemment. Inévitablement, c'est la raison pour qu'on en discute. C'est ce qu'on veut. Puis il va y avoir des côtés peut-être, OK, ça peut être des irritants pour certaines entreprises. Des défis. Des défis, c'est bien dit. C'est bien dit. Puis, mettons, définir l'équipement en tant que service. Comment tu définirais ça dans son sens pratique? Oui, effectivement. Si on prend le point de vue de l'utilisateur, dans le fond, le plus gros changement, il va avoir ses équipements, il va produire quand même. Là, donc, c'est pas de dire je fais de la sous-traitance et puis je ne fais plus rien. Donc, il va travailler, mais c'est fondamentalement un modèle d'affaires différent. Donc, modèle d'affaires différent, dire la façon que je vais acquérir les équipements pour travailler, je ne vais pas les payer de la même façon et je vais surtout pas passer autant de temps à en prendre soin moi-même. Donc, on va travailler en équipe avec le fournisseur et le fournisseur est nécessairement très bien placé pour mieux savoir dans quel état de santé est rendu son équipement. Et donc, en maillant un peu plus les utilisateurs et les fournisseurs, on est capable là, de baisser le coût total. Donc, à la base, les gens, souvent, vous allez voir qu'avec équipement en tant que service vient le concept d'abonnement. Et au Québec et dans bien des endroits aussi, on n'aime pas l'idée de dire je vais payer jusqu'à la fin des temps. Non, on n'aime pas, mettons, une entente sur 12 mois puis savoir qu'il y a un montant mensuel. Tu sais, les fameuses licences aussi de certains logiciels, on est... Donc ça, c'est quelque chose qui est à travailler. Mais d'un autre côté, si je veux acheter une machine industrielle qui coûte $1 million que je dois financer aujourd'hui, et là, on dit non, tu vas payer tant de milliers de dollars par mois. OK, mais le fait de ne pas payer $1 million aujourd'hui, ça devient... Et ça, effectivement, dans ma petite gang, là, dans mes petites gangs, autant à l'ETS qu'au CEI, on développe des modèles d'analyse économique là, pour bien comprendre. Et à la base, c'est pas compliqué, c'est de baisser le coût total du cycle de vie. Donc, du moment que ça coûte moins cher, si c'est un abonnement, mais que globalement, ça coûte moins cher et que la performance est meilleure, ça devrait être une bonne idée. Là. On est là. Puis là, on parlait justement du côté financier. Fait que là, si je comprends bien, mettons, je résume au niveau de l'équipement en tant que service. Il y a un fournisseur, un fabricant d'une machine, on va le prendre en exemple, un fabricant de machine qui a inévitablement un coût, on va prendre le million, 750 000, $1 million à peu près, puis qu'on veut vendre à une autre entreprise qui a besoin de cette machine-là pour produire. Mais ce fabricant-là de machinerie, théoriquement, il louerait du moins sous une licence ou un abonnement, si on veut, il paierait
mettons le end user, du moins l'entreprise qui va acheter la machine, va payer par mois pour l'utiliser, cette machine-là. Donc, ultimement, c'est un peu cette façon-là dont le modèle d'affaires est fait. Puis, il y a des gains reliés à ça parce qu'on est constamment un peu en évolution. Donc, la machine, elle est constamment en innovation, puis on est toujours à la fine pointe de la technologie. Donc, de là, pourquoi il y a comme des mises à jour continuellement. C'est un peu l'objectif, un peu d'aller chercher des gains potentiels avec ce modèle d'affaires. Oui, puis effectivement, en équipement industriel, souvent, c'est dur à acquérir, ça coûte cher et tout. Il y a souvent un sentiment de propriétaire, dire j'ai réussi à l'acquérir, c'est à moi. À partir de maintenant, je ne veux plus rien payer. Et puis, évidemment, je vais l'étirer dans le temps le plus longtemps possible. Et ça, on sait qu'en management de la technologie, d'allonger trop longtemps les cycles de vie des équipements, c'est souvent pas une bonne idée. Et dans bien des cas, les gens vont dire, non, mais écoute, ça coûte pas plus cher d'entretien. Oui, mais on se prive des performances qui sont disponibles par ce qui est maintenant disponible aujourd'hui. Ouais. Donc, toute la gestion du cycle de vie aujourd'hui, quand on regarde des PME typiques, c'est pas des exemples extraordinaires. Souvent, les gens vont dire, une fois que je l'ai payé, alors que lorsqu'on change dans un cadre où est-ce qu'on dit, écoute, on va te facturer à l'utilisation. Et là, c'est le fun parce qu'à l'utilisation, effectivement, ça change la structure des coûts en disant, écoute, si je l'utilise, je paye ce que ça coûte, un peu comme, je mets du carburant dans mon auto, puis je paye juste le carburant que j'ai brûlé. That's all. Donc, j'ai pas besoin d'acheter un gros réservoir de carburant avant de commencer. Ouais. Alors, l'idée de passer ça en CAPEX, du CAPEX à l'OPEX. Donc, on va s'entendre, CAPEX, c'est évidemment du capital expenditure, donc des investissements finançables qu'on amortit sur une longue période. Pardon. Alors que de l'OPEX, c'est des dépenses d'opération, typiquement dans le budget annuel. Exact. Un peu comme pay as you go. Effectivement. Et ça, de façon comptable, on ne va pas refaire un cours de comptabilité, mais de toute évidence, des dépenses, c'est 100% déductible sur le champ. Ouais. Donc, de l'OPEX, évidemment, puis ça se finance beaucoup mieux. Hein. Souvent, les gens ont des budgets et tout, donc c'est beaucoup plus facile de payer de cette façon-là. Évidemment, l'envergure de la facture, c'est plusieurs petites factures beaucoup plus faciles à avaler que de dire, voici la montagne là, qu'il faut dominer à une date donnée. Oui, exactement. Non, c'est ça. C'est quand une machine coûte 1 million, puis tu dois aller chercher justement un prêt pour l'acheter, définitivement, ça peut justement toucher le fonds de roulement. Il y a plein de composantes un peu qui est un peu... à ne pas négliger lorsqu'on fait un investissement de telle sorte. Mais l'autre chose par rapport à peut-être du moins les entreprises qui valorisent un petit peu plus le CAPEX d'un point de vue non, mais je veux que ça m'appartienne, tu sais, c'est du capital, j'accumule un peu à ce niveau-là. Comment tu les convaincre de passer peut-être à l'OPEX pour être intéressant? Tu sais, ça serait quoi les moi, je dis, à la base, l'entreprise dans son ensemble doit être très rentable. Alors oui, il y a, je vais dire en rigolant, un plaisir de propriétaire, là, de dire, mais fondamentalement, c'est beaucoup plus plaisant d'être propriétaire d'une entreprise performante que d'être propriétaire d'un équipement qui fait que l'entreprise est moins performante. Donc, moi, c'est toujours le cycle de vie total, c'est toujours le coût total qui m'intéresse. Donc, quand on regarde ça dans l'ensemble, nécessairement, équipement en tant que service devient quelque chose d'intéressant là, pour y aller. Donc, oui, je suis d'accord que, et ça, on le bat là, à tous les intervenants avec lesquels on travaille, en partant à dire non, mais je veux que ce soit moi, puis je veux faire ce que je veux avec, puis je veux pas avoir de restrictions de nulle part. Et oui, ça, on dit d'accord, je comprends pourquoi. Et après, on déboule, qu'est-ce que ça fait? Donc, s'il est à toi, tu vas l'étirer longtemps dans le temps. Et ça, on démontre tout de suite qu'une mauvaise gestion du cycle de vie, c'est des pertes économiques. Donc là, il dit, moi, c'est parce qu'il m'a coûté tellement cher. OK, mais aujourd'hui, moi, ça ne va pas te coûter tellement cher à la base. Donc, on vient de régler des problèmes. Donc, on est capable de discuter et les gens évoluent. Donc, c'est a priori, on a une mentalité. Il y a toujours l'analyse du point mort. Ça coûte combien au début? À partir de quand je fais de l'argent? Le point mort dans l'équipement en tant que service, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, l'équipement devient un coût, un coût d'utilisation. Alors, il faut s'enlever cette façon-là qui est profondément ancré chez les entrepreneurs. Effectivement. Il y a une minimisation des risques aussi reliés à l'évolution de la technologie, ou du moins, là, souvent, quand on parle de software as a service, mais équipement en tant que service, tu sais, comme tu as une maintenance, que tu achètes la machine, tu es responsable d'un certain niveau d'assurer la maintenance, tandis que quand tu l'as un peu en tant que service, c'est ce service-là de façon continue, tout dépendamment si tu payes à l'utilisation. On paye pour quelque chose qui fonctionne. Exactement. Ouais. Donc, c'est un peu... on enlève ça un peu de notre tête au niveau de la maintenance et tout ça. Donc, il y a une minimisation un peu des risques reliés à une machine qui brise. C'est plus facilement remplaçable. Donc,
il y a un peu cette tranquillité d'esprit-là qui peut être reliée à l'utilisation de ce modèle-là. Puis les risques, effectivement, écoute, je vais peut-être faire le tour de la situation. Moi, j'aime bien dire, il y a 4 gros intervenants, là. Il y a l'utilisateur de l'équipement, le fournisseur de l'équipement, le financier. On va voir comment est-ce que ça change le mode de financement et tous les gens qui font de la technologie 4.0. Parce que malheureusement, il ne faut pas penser que tous les fabricants, prenons aujourd'hui quelqu'un qui fait, je ne sais pas, une presse industrielle, je ne suis pas sûr que ce fabricant-là est capable de mettre en œuvre toute la solution software as a service pour gérer l'utilisation et tout. Donc, on va passer les 4 rapidement, juste voir qu'est-ce que ça change dans leur vie. Donc, l'utilisateur, aujourd'hui, normalement, il réussit à acheter quelque chose qui est très douloureux à absorber. Et après, bien évidemment, il fait tout ce qu'il peut avec. Et souvent, il va un peu endommager. Moi, je parle à beaucoup de fournisseurs, puis ils me disent, écoute, là, je suis un professeur de maintenance de fiabilité. Et ils aiment le dire, écoute, si tu veux faire le Pareto des causes des problèmes de ma machine, la première cause, c'est l'utilisateur. Il torture ma machine. Donc, il ne faudrait pas qu'il fasse ça. Et il ne se lève pas le matin en disant, aujourd'hui, je vais essayer de casser la machine. Non. Il se lève le matin en disant, aujourd'hui, je vais essayer de sortir tout ce qui a été promis. Et souvent, il va abuser de la machine. Et dans bien des cas, les quelques minutes qu'il va avoir gagnées vont coûter extrêmement cher en argent et en temps et en temps de privation de l'équipement de la machine en bon état. Donc ça, côté utilisateur, donc c'est sûr que moi, j'aime dire rapidement, c'est tu ne l'achètes plus, tu payes un abonnement, donc tu ne le finances plus, tu ne l'assures plus, tu ne l'entretiens plus. Il faut faire attention, il y a un entretien minimum. Là. Évidemment, c'est comme si on louait une voiture, c'est quand même nous qui allons la laver de temps en temps. Tu as quand même une certaine responsabilité. Mais c'est très clair. Et donc, toute la partie prédiction et compagnie, donc là, le fabricant va vraiment beaucoup mieux comprendre ce qui se passe, j'aime dire, en dessous du capot, et il va nous aider à éviter des problèmes. Et dans bien des cas, il va même nous éviter à saboter la machine. Parce que les gens ne le font pas. Et c'est pas dur, hein? Les gens vont dire, non, mais moi, j'ai une commande, il faut que ça sorte. Ouais, mais si on dit, il faut que ça sorte, mais ta machine, elle va être cassée pendant les 3 prochaines semaines, elle va être immobilisée, il va dire, là, c'est impossible. Bon, c'est impossible. On va regarder on va pas saboter notre machine nous-mêmes en commençant. Donc, côté utilisateur, évidemment, libération d'un paquet de choses et, un peu la première conséquence, c'est de dire, libère tout le temps que tu te préoccupes de ta machine est une bonne idée, hein, surtout quelqu'un qui est dans le CRM, c'est préoccupe-toi donc de tes clients. Oui, exact, la relation client. Là. Ça serait nettement mieux. Et le 4.0, j'aime dire, moi, le 4.0, on parle beaucoup de technologie, d'intelligence artificielle, d'Internet des objets. Oui, mais ça, ce sont des moyens. Donc, l'interconnectivité, ce sont des moyens. Pourquoi? Pour avoir de l'instantanéité. On veut être en contact direct avec le client. On veut savoir ce qu'il aime, on veut savoir ce qu'il n'aime pas. On veut savoir où est-ce qu'il est rendu avec l'utilisation de ce qu'on fait. Donc, cette instantanéité-là, elle se fait par l'entremise d'un paquet de technologies, mais à la base, le premier focus, c'est le client. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça le fun parce que c'est un modèle d'affaires, en fait, qui favorise également une meilleure expérience client entre les deux entités. Là, tout est là. Ouais. Alors, si on dit, l'utilisateur, on a quand même résumé des choses, on peut revenir dans les détails. Le fournisseur, maintenant, lui, qu'est-ce que ça change? C'est qu'il vient de nettement abaisser sa barrière à l'entrée. Alors, si moi, je vends des machines à $1 million, mais qu'aujourd'hui, tous mes clients, au lieu de trouver $1 million, doivent trouver quelques milliers de dollars par mois, dans certains cas, pas mal quelqu'un, mais il en reste pas moins que c'est nettement moins cher. Et sur le cycle de vie, ça va coûter moins cher. Alors, pour le fournisseur, lui, c'est une opportunité de vendre beaucoup plus ou de vendre ou d'abonner ou de louer, entre guillemets. C'est pas vraiment une location. On va parler de la différence tout à l'heure. Mais tout ça pour dire que pour lui, il y a vraiment une opportunité où est-ce qu'on baisse la barrière à l'entrée, mais on augmente sa responsabilité. Ce qui, dans bien des cas, est très, très, très bénéfique. Moi, je parle à des gens, je leur dis, l'équipement que tu vends aujourd'hui, si, tu vends ton équipement, 2, tu vends des pièces, 3, tu vends du temps de service pour réparer les machines. Ils disent, oui, effectivement, c'est comme ça qu'on vit. Et je leur dis, ton prix maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Ils disent, mon prix, je design avec des compromis et puis pour finir souvent de baisser le prix de 5 %. Et je sais que je fais des compromis d'ingénierie qui me font mal au cœur, mais je n'ai pas le choix, sinon je n'en vendrai pas. Et là, je leur dis, à partir de maintenant, ton même équipement, on va l'instrumenter pour savoir ce qui se passe avec, mais tu dois garantir, tu ne vends plus de pièces de rechange. À partir de maintenant, les pièces de rechange et le temps de main-d'œuvre, c'est toi qui le payes. Donc, tu vends de la disponibilité de l'équipement. Là, ils disent, un instant, là, je ne fais pas la même chose. Là, je vais designer autrement et là, je sais comment designer, moi, où est-ce que... C'est vrai que la machine, elle va coûter un petit peu plus cher à l'achat, mais sur les 10 prochaines années,
nécessairement, ça va être tellement moins de trouble. Et là, ils disent, bon, OK, ben, si tu me proposes de jouer comme ça, je sais très bien quoi faire, je vais changer mon design. Et là, je n'ai plus la barrière du prix à l'entrée parce qu'il n'y a plus de prix à l'entrée. C'est moi qui gère ça, c'est moi qui gère le coût de cycle de vie. Et là, ils me disent, écoute, je vais designer autrement. Et dans bien des cas, ils me disent, ben, je vais monitorer ce qu'ils font avec mes équipements. Et je ne vais pas les empêcher de travailler avec mon équipement. On s'entend que les équipements ont des performances et tout. Ouais. Je vais les aider à ne pas saboter l'équipement. Et dans bien des cas, les gens ne le savent pas. Et j'ai parlé à d'autres utilisateurs, puis ils me disent, non, moi, écoute, s'il y a une petite lumière qui allume, qui dit, là, la machine est en train de souffrir, je peux ralentir. C'est pas la fin du monde. Là. C'est pas, j'essayais de sprinter pour toutes sortes de raisons, mais je veux surtout pas casser cette machine-là. Non, ça coûte plus cher quand la machine est arrêtée. Et le fabricant, lui, ben, il voit les choses venir. Donc, si on instrumente un peu, évidemment, un peu d'IoT, un peu d'AI, un peu de télécom et tout, avec ça, on est capable de comprendre comment évoluent les dégradations, qu'est-ce qui fait mal à la machine. Et avec ça, ben, c'est un travail d'équipe qui est très bénéfique. Et quand le fabricant et l'utilisateur travaillent plus ensemble, et là, on les connecte électroniquement, alors ça permet d'effectivement éviter beaucoup de problèmes. Et c'est comme ça qu'on abaisse le cycle de vie. Donc, l'abonnement que l'utilisateur va payer, la somme de tout ce qu'il aura payé dans le temps, si on met 100 $ actuels, va être moins cher. Donc, c'est un deal. Et pour le fabricant, bien, en quelque part, le fabricant, on aime dire, il aime ça nous vendre des pièces, puis il aime ça nous vendre du service. Il aime bien mieux dire, est-ce que je peux te donner pleine satisfaction? Là, croyez-moi que vendre des pièces d'une machine qui ne fonctionne pas pendant que quelqu'un est en train de livrer ses commandes en retard, c'est pas ça son plaisir. Là. Non, ça ne sera pas rentable, je trouve, sur le long terme parce que tu vas perdre des clients et tu vas perdre sa satisfaction. Ce qu'ils aiment, c'est de dire, je veux comprendre ce qui se passe chez vous, je vais t'aider et je vais designer. Les fabricants sont capables de designer tellement de choses. Alors, si on les met un petit peu plus en contact, donc, ça fait partie, il y a toutes sortes de trucs qu'on utilise au CU, design thinking et tout. Donc, quand on fait ce maillage-là plus intime, nécessairement, il y a des gains très intéressants. Donc, on a vu l'utilisateur, on voit le fournisseur, c'est les deux principaux. Oui. Le financier, là-dedans, il fait quoi? Ça, c'est toujours intéressant parce qu'effectivement, au CIE, on a fait des réunions avec des gens et tout, puis on avait des financiers de toutes sortes de banques, toutes sortes d'organismes. Ouais. Mais ça ne doit pas être évident quand même comme dossier au niveau financier pour être capable d'avoir un modèle qui suit puis qui est rentable. Souvent, c'est des gens qui vont dire, ben écoute, je suis ton gars, je fais déjà de la location industrielle. Donc, au lieu que la PME achète l'équipement, moi, je vais l'acheter et je vais lui louer. Comme ça passe ses coûts de CAPEX en OPEX. Donc, juste faire ça, évidemment, il y a un avantage financier, fiscal et tout, mais toute la partie d'ingénierie que je disais, ben juste la location de cette façon-là, un intermédiaire qui achète et qui loue à l'autre, ben il n'y a aucun gain technologique. Là. Donc, ça, c'est un point de départ, mais pour moi, l'équipement en tant que service, c'est beaucoup plus que ça. C'est là où on fait la différence entre l'abonnement et la location. Là. Oui. Puis effectivement, moi, je disais, ben, de toute façon, le financier, il va financer l'équipement, dans tous les cas. Pourquoi il va financer l'équipement? C'est que la PME qui achète un gros équipement doit se financer. Si la PME va mal, elle perd un contrat, pour toutes sortes de raisons, ça se peut qu'une PME, ça tourne mal. Qu'est-ce que la banque peut faire avec l'équipement? Ben, ils vont aller saisir l'équipement, ce qui n'est pas plaisant pour personne, et surtout un équipement d'1 million de $, ils vont aller le saisir, ils vont vendre ça à qui? Ils vont mettre ça à l'encan. Et on espère qu'à l'encan, quelqu'un passera, puis on aime dire, il va vendre ça à 10 % du prix. Là, donc, c'est une perte majeure. Alors que si le fournisseur, lui, il devient le propriétaire, ben c'est lui qui a le problème de financement maintenant. Et ce fournisseur-là, on a dit tout à l'heure, comme la barrière à l'entrée est plus basse, il va en vendre plus. Et là, lui, son problème, c'est qu'avant, il fabriquait une machine, il la vendait. Quelques mois après, il avait son million et puis, il pouvait rouler. Exact. À partir d'aujourd'hui, si tu fais la même machine, elle coûte le même prix, mais tu auras un certain nombre de milliers de dollars par mois. Et là, on dit, ça prend un petit peu plus longtemps avant d'avoir le million. Oui. Là. Et il y a un beau petit dessin en poisson qui dit, écoute, tes ventes vont augmenter, tes ventes, tu vas en vendre de plus en plus, mais en fait, c'est tes coûts qui vont augmenter parce que c'est tes coûts de fabrication, tu devras en faire beaucoup. Et tes revenus, eux, c'est des petits abonnements qui, après un certain temps, quand on tombe en régime permanent, là, effectivement, c'est le fun parce que là, on a des abonnements perpétuels et ça, c'est très, très, très intéressant. Oui. Mais il y a une passe à passer qui est assez difficile. Ouais, et c'est là que le financier. Donc, le financier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, s'il finance le propriétaire, le fabricant, je veux dire, quel est son niveau de risque, lui? Est-ce que son risque est plus élevé, moins élevé? Il est nécessairement beaucoup moins élevé parce que le fabricant, lui, est en contact avec plein de clients potentiels. Et ce fabricant-là, si jamais une compagnie ne veut plus l'équipement pour toutes sortes de raisons, ça tourne très mal, va le reprendre et va avoir beaucoup plus de facilité à recycler cet équipement-là à quelqu'un d'autre
que le financier avait. Donc, de ce point de vue-là, on vient d'abaisser le risque financier, ce qui est quand même intéressant. Là, Définitivement. Ouais. Et mon autre groupe, c'est évidemment tous les gens de technologie 4.0, parce qu'on aimerait bien que le fabricant soit capable de faire tout ce qui est télécom, électronique et compagnie. Ben, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on voit. Là. Donc, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a des gens qui développent des plateformes, il y a des plateformes intelligentes qui roulent et tout pour monitorer l'état de santé des équipements, l'utilisation. Parce que la première chose, si on facture à l'utilisation, ben, la première chose à savoir, c'est la machine a fonctionné combien de fois aujourd'hui et puis combien je dois le facturer aujourd'hui. Donc, et ça, ben, ça demande des plateformes Il faut le savoir, ouais, exactement. Il faut avoir l'infrastructure en place pour être capable de faire sortir cette donnée-là. C'est ça. La partie facile, c'est de savoir comment est-ce que l'équipement est utilisé pour être capable de facturer à l'usage. Puis l'autre partie qui est beaucoup plus, qui est un peu mon dada, la maintenance 4.0, qui est de dire, ben, quel est rendu l'état de santé? Comment évolue l'état de santé? Et là, on est capable de lancer. Il y a plein d'exemples, si vous regardez sur Internet, équipement en tant que service, des exemples d'ascenseurs et tout. Est-ce que, si on attend que ça casse, typiquement, la personne qui veut acheter son équipement, ben, le jour où ça lui casse dans les mains, c'est long, il doit commander ses pièces, il doit trouver des techniciens compétents et tout. Alors que si le fabricant est intimement mêlé dans cette histoire-là, va voir les dégradations, va prévenir. Donc, souvent, les délais, moi, je suis un gars de maintenance, le délai des pièces de rechange, c'est toujours une gestion de crise. Là, Alors, sinon, ben, c'est une gestion de stock de fou, là, parce qu'il faut en monter jusqu'au plafond et puis on ne sait jamais combien d'années est-ce qu'on devrait regarder ça pour l'utiliser. Aujourd'hui, c'est rare que les gens stockent très fort. Donc, ils ont des problèmes d'approvisionnement, et particulièrement depuis 2 ans, là, avec la pandémie, l'approvisionnement a mangé un dur coup. Donc, si le fabricant, lui, est suffisamment compétent, puis il doit être compétent parce qu'il vend de la disponibilité, il ne vend plus un équipement qui ne sait pas quand est-ce que ça va briser. Alors ça amène à être beaucoup plus sophistiqué en termes de maintenance 4.0, mais c'est surtout que ça enlève beaucoup de problèmes. Parce que si je sais qu'un moteur commence à souffrir un peu, et même s'il y a un délai d'approvisionnement d'1 mois ou 2 mois, si je le sais 2, 3, 4 mois d'avance, le délai d'approvisionnement n'est plus un problème. Je vois les choses venir d'avance, j'ai le temps de m'organiser. L'importance d'avoir la maintenance en place dans ces systèmes-là pour être capable de le savoir. On peut fonctionner en mode planifié, qui est nécessairement beaucoup moins coûteux. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a nos 4 intervenants qui sont les joueurs. À la limite, des fois, j'ai des amis avocats qui me disaient, il y aura les clauses. Mais effectivement, il y a des clauses après sur... Il y a un peu de légal qui va venir se joindre. J'aime dire, on veut Spotifyer, dans le sens où c'est un abonnement. Au lieu d'acheter un paquet de disques, tu payes à l'usage, tu as accès à toutes les chansons, mais de l'équipement industriel. Et c'est là que il y a une gamme. On dit, des fois, il y a des gens qui ont essayé du robot as a service. Un robot relativement standard, bien que souvent une installation robotique, l'implantation coûte beaucoup plus cher que le robot. Là. Mais mettons un petit robot collaboratif qui est plus facile à implanter. Demain matin, si tu veux plus mon robot collaboratif, c'est le même robot, je vais aller le mettre ailleurs et l'ingénierie que j'ai dû développer n'a pas été un gros problème. Donc là, effectivement, on est quasiment en mode Spotify. Où est-ce que tu t'abonnes, tu désabonnes, on y va. Ouais. Si l'inverse, je dois te développer des infrastructures sur mesure pour faire un produit puis que ça me coûte, moi, 5 millions d'ingénierie et d'implantation, à Noël, quand tu fermes 2 semaines, viens pas me dire, viens chercher ton équipement parce que je ne veux pas le payer pendant 2 semaines. Là, on va avoir des clauses. Mais il faut savoir que c'est pas nouveau. L'équipement en tant que service, curieusement, c'est comme, moi, je vends ça comme une nouvelle réalité. Ça existe depuis des décennies. Alors, il y a plein d'exemples. On l'a vu. Xerox est sûrement un des exemples les plus classiques. Xerox, il y a des décennies à développer. C'est vrai que ça fait longtemps qu'ils utilisent ce modèle-là, justement, puis qui fonctionne quand même très bien. On n'achète pas un photocopieur Xerox. Non. On s'abonne à un photocopieur Xerox. Et ça, ça a plein d'avantages. Donc, Xerox, à l'époque, je me souviens plus, je pense que ça coûtait 30 000 il y a style 30-40 ans. Là, fait zéro potentiel de vente sur leur photocopieur. Et c'est là qu'ils ont dû développer le modèle d'équipement en tant que service. Et aujourd'hui, est-ce que Xerox souffre dans l'industrie? Xerox a une très belle place. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas des fois. Par exemple, quand, demain matin, tu veux un photocopieur, tu dis, apportez-moi un photocopieur, il a l'air flambant neuf. Il y a le plastique au extérieur, l'écran est de plus en plus gros, de plus en plus de couleurs. Ce qu'il y a en dessous, j'aime dire, en dessous du capot, toute la quincaillerie mécanique, les engrenages, les moteurs, les montants, la structure, il ne faut pas penser que c'est toujours neuf, ça. Ils en recyclent énormément. Et ça change tout l'aspect de design. Donc, la personne qui design un photocopieur Xerox aujourd'hui n'a pas la préoccupation de dire « Voici ce que je fais, voici ce que je vends. Après, lui, il mettra ça à la poubelle. » Donc, ça fait un lien très fort avec tout ce qui est économie circulaire. Ouais. Donc, on est capable de recycler des composants. On est capable... Et j'ai des amis, moi, qui, ne serait-ce qu'à l'école, j'ai deux collègues professeurs qui ont des entreprises de robotique. Puis ils me disent souvent, quand les gens change un robot,
bien, effectivement, il y a une grande part du robot qui est encore très bonne. La structure, la mécanique et tout, on le change souvent parce que c'est le contrôle qu'on veut améliorer. Et ça, bien, quand on roule en équipement en tant que service, quand le fabricant demeure le propriétaire, ben, il va recycler, il va réutiliser beaucoup. Donc, encore une fois, c'est une autre façon de baisser le coût de cycle de vie. Si quelqu'un veut acquérir un équipement et dire, il est à moi puis je fais ce que je veux, ben, à la fin, il va le vendre pour le prix du métal. Alors que là, on peut recycler et ça va être beaucoup mieux valorisé. Donc, il y a tout un aspect d'économie circulaire qui tourne autour de ça, qui est très intéressant. Qui est très intéressant, qui touche directement le modèle financier puis des gains qu'on peut aller chercher à ce niveau-là. Là. Le but, c'est d'abaisser le coût de cycle de vie total. Exactement, exactement. On a parlé de quelques exemples. Je trouve ça super pertinent, super intéressant d'avoir peut-être différents secteurs. Xerox, il y en est un. Oui. As-tu d'autres exemples dans le domaine manufacturier? Je sais que moi, j'ai découvert récemment la belle compagnie Miura qui fait des chaudières à vapeur là, qui sont assez gros, là, évidemment, là, Miura Canada, qu'eux, ils valorisent beaucoup ce modèle-là d'équipement en tant que service pour leur gros système, justement, là, effectivement. À vapeur. En as-tu d'autres sur lesquels on pourrait potentiellement... Un autre super connu, c'est sûrement Rolls-Royce avec ses moteurs d'avion qui vend des heures de vol au lieu de vendre des moteurs. Et Rolls-Royce dit, moi, je connais tellement mieux mes moteurs que la compagnie qui va les exploiter, dire, laisse-moi écouter ce qui se passe dans mes moteurs, moi, je vais te dire quoi faire et tu me payes à l'heure, tu me payes à l'usage. Donc, ça, c'est le fun. GE fait un peu la même chose. Xerox, on l'a dit, Michelin dans les pneus. Donc, les pneus, Continental fait la même chose aussi, plus dans le camionnage que dans le véhicule de particulier, là. Mais ils peuvent vendre du kilométrage. Au lieu de vendre des pneus, dire, je te facture au kilométrage et c'est moi qui décide. Et évidemment, c'est moi qui va monitorer ce qui se passe avec tes pneus, entre autres la pression, ce qui est déterminant pour la durée de vie d'un pneu. Alors, eux disent, moi, je vais monitorer tout et tu me payes à l'usage. Donc, ce n'est pas un équipement en tant que service, ça, c'est du produit. Donc, il y a souvent Product as a Service, Equipment as a Service. Donc, ils sont des variantes, mais dire ta pièce d'utilisation, ta pièce d'usure, ça se fait aussi très bien. Donc, Xerox, Continental le fait. Les camions, Volvo, MAN, donc plus en Europe, évidemment. Donc, encore une fois, ils chargent au kilométrage, chargent à la tonne déplacée dans certains cas, parce qu'un kilomètre à l'âge puis un kilomètre pleinement chargé, c'est pas la même charge de travail sur le camion. Donc, ils peuvent facturer à la tonne déplacée, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est des choses intéressantes. Caterpillar, Komatsu, dans des équipements industriels, le font. Otis, qu'on est dans les ascenseurs, vendent de la disponibilité. Donc, ça coûte tant pour avoir de la disponibilité. Donc, tu n'achètes plus l'ascenseur, tu payes un abonnement pour de la disponibilité. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'un ascenseur ne fonctionne pas. Exactement. Alors, le fait de dire... toujours ce service-là au-devant avec les fameux sensors puis être capable de voir avant qu'ils brisent c'est quoi l'utilisation. Il y a une compagnie que j'avais trouvée, Skyline Robotics en Israël. Eux, c'est des robots qui lavent les vitres des buildings au lieu d'avoir des gens avec des échafaudages. C'est un petit robot qui est avec des ventouses promène et il loue ça à l'heure comme si c'était des employés, mais on loue le robot à l'heure. Hilti, qui vend des perceuses, qui vendait maintenant, qui aime dire, Hilti se vend de vendre des trous. Alors, vendre des trous au lieu de vendre des perceuses en disant, ils vont voir des entrepreneurs en construction, ils disent, bon, voici le chantier et tout, ça coûte tant par jour et à chaque matin, les coffres sont là, tu n'as pas besoin d'acheter, pas besoin d'assurer, pas besoin d'entretenir, tu as de l'équipement performant, pas de trouble et quand le contrat est fini, oublie ça, tu n'as pas à le payer. Et Philips, qui dit, moi, je vais te vendre de la lumière au lieu de te vendre des ampoules. Donc, dis-moi ce que tu veux éclairer et ça coûte tant pour que ça s'éclaire et c'est moi qui gère. Je déciderai quand je les change, s'il y a une amélioration technologique, tu t'occupes plus de rien. Tu veux de la lumière, je te vends de la lumière. That's it. C'est intéressant de vendre le résultat Exactement. ou l'utilisation. Fait qu'il y a différentes, en fait, il y a différentes façons de faire ce modèle-là. Il y a l'abonnement qu'on pourrait voir mensuel ou annuel ou la façon dont on veut le voir. Après, il y a l'utilisation, puis il y a aussi le résultat comme vente de lumière. C'est quand même intéressant comme modèle. Oui, c'est un coup d'éclair, c'est le dire. Là. Donc, c'est le genre de choses. Et là, on voit tout, parce qu'aujourd'hui, tout est de plus en plus complexe. Notre environnement. Donc, si on veut être expert dans nos technologies de l'information, dans les bâtiments sont intelligents dans tout, mieux vaut dire, ça coûte combien pour être clé en main? Et moi, ma préoccupation, c'est mes clients. Exactement. Puis ça m'amène à mon point au niveau de la favoriser cette expérience client-là via ce modèle-là. On en a parlé un peu. Je ramène. Quels seraient les points majeurs qu'adopter ce modèle-là d'équipement en tant que service, produit en tant que service, peut favoriser l'expérience client de ces entreprises-là qui l'adoptent? Si je pense au CEI, nous, on fait des ateliers souvent avec des compagnies parce qu'on... C'est un bon contexte, faire des ateliers, travailler avec les gens. Là, puis souvent, on part du le fameux le Canva de modèle d'affaires, le Business Model Canva, c'est Value Proposition Design. On dit, parle-moi de tes clients. Et en fait, au début, moi, je leur dis, parlez-moi de votre entreprise. Puis là, sur le modèle, sur le Canva, on dit, dites-moi quelle est votre offre de valeur, quelle est votre client, vos strates de clientèle, quelles sont vos activités clés. Et on déboule les 9 blocs. Là. Et souvent, les gens passent beaucoup de temps à me dire,
voici ce que moi je fais, voici ce que je possède que les autres n'ont pas, voici ce que moi que j'ai. Et quand on arrive au client, on dit, bon, ben, il y a le deuxième canevas qui est une proposition de valeur en disant, parle-moi de tes clients, comment eux, ils vivent leur journée, les irritants qu'ils vivent avec tes produits et qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'est-ce qu'ils aimeraient faire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire. Souvent, on me dit, je ne sais pas. Là, ça va mal. Là, il y a un petit drapeau rouge qui dit, il y a un red flag. Là, ça veut dire que tu passes beaucoup de temps à te préoccuper de tes infrastructures, tes installations, tes actifs et tout. Et à la limite, tu ne sais pas trop ce qui se passe avec tes clients. Non, tu n'as pas d'écoute. Là. L'avenir est dans l'autre sens. L'avenir est dans l'autre sens en disant qu'il faut mettre la majorité du temps sur la satisfaction client, bien comprendre ce qui se passe. Et ça, il y a 24 heures d'une journée encore. Là, fait que tout ce qu'on met quelque part, on ne le mettra pas ailleurs. Et l'autre façon, c'est encore pire, même si quelqu'un disait, moi, parce que j'en ai des gens qui me disent en entreprise, moi, écoute, mes équipements, je les comprends, je les maîtrise, je les modifie, je fais tout. C'est de moins en moins facile. Quand j'achetais une vieille machine très mécanique que je gardais 40 ans, j'avais le temps de l'évoluer puis de vivre avec. Aujourd'hui, tu achètes une machine hyper complexe que tu vas garder 5 ans, 10 ans, c'est un miracle. Tu n'auras jamais le temps et tu ne pourras pas jouer dedans de toute façon. Donc, l'idée de dire non, moi, je veux faire mieux que le fabricant là, parce que moi, je vais tweaker ça à mon goût. Je pense que c'est pas là qu'est l'avenir. L'avenir est de s'intégrer, d'avoir de l'ingénierie de système qui fonctionne bien et il faut travailler en équipe. Donc, j'aime dire, moi, le 4.0, souvent, un des trucs, c'est j'aime dire, voyez pas ça comme un projet informatique, voyez ça comme un projet d'équipe, de stratégie d'entreprise qui très axé sur les gens. Et parmi les gens, il y a évidemment les gens dans notre usine, mais il y a beaucoup les gens qu'on sert et de loin, le focus doit se tasser vers là. Et toutes les technologies devraient nous simplifier la vie. Donc, c'est pas d'apprendre tout ce qui existe, c'est d'utiliser comme une voiture qui aujourd'hui comprend très bien tout ce qui se passe en dessous du capot. Ben, pas moi. Je suis un bricoleur amateur qui se vante à réparer n'importe quoi, mais c'est pas vrai que je comprends tout ce qui se passe en dessous du capot de ma voiture. Ben, parce que ça va tellement vite aujourd'hui. Les technologies, les différents produits, les connaissances, ça va tellement vite que d'être expert dans tout, c'est impossible. Il faut bien s'entourer, faire confiance. Puis je pense que c'est un modèle qui peut permettre justement d'évoluer, puis d'innover, puis d'optimiser ces ressources-là pour après, nous, se consacrer à ce que nous, on est bon à faire. Donc, ce client-là, au final, il est extrêmement important. Puis je le vois de deux façons. C'est un manufacturier qui peut mieux servir son client avec ce type de modèle-là parce qu'il est toujours au devant. Donc, on minimise les risques et les irritants de panne, par exemple. Puis d'un autre côté, ben, tu as l'utilisateur que lui, il est bien servi, donc il vit une belle expérience, puis qui peut se consacrer, lui, à ses clients, puis être capable de fournir parce qu'il y a toujours une machine qui roule ou un équipement qui roule. Effectivement. Donc, il y a comme ces deux façons-là avec le service après-vente, puis être toujours au devant, être proactif au lieu d'être réactif. C'est tous des petits mots qu'au final favorisent cette expérience client-là en adoptant un modèle comme l'équipement en tant que service. Oui. Puis c'est sûr que pour moi, à la base, j'ai dit en commençant, je suis très inquiet de la performance du tissu industriel québécois. C'est sûr que l'équipement en tant que service, c'est pas la solution magique, mais je pense que c'est une solution intéressante. Mais souvent, les gens me disent, pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Il faut évangéliser tout ça. Donc, il y a des gens comme moi qui essaient de dire, ceux qui le font dans leur niche, on va mettre les compagnies tout à l'heure, eux, il y a hors de question qu'ils changent, qu'ils reviennent à un modèle traditionnel. C'est impensable. Mais c'est resté encore assez niché. Le but aujourd'hui, puis c'est ce qu'on fait au CEI, on essaie de remettre ensemble plusieurs fabricants, plusieurs utilisateurs et tout. Mais une mauvaise surprise que j'ai eue. Alors, une des mauvaises surprises, c'est tout le monde aime mon pitch en disant, le Québec n'a jamais été très fort en productivité, n'a jamais investi massivement. Aujourd'hui, c'est encore pire. On manque de main-d'œuvre, on est encore moins rentable, on a encore moins envie d'investir, donc on est pris dans un cul-de-sac. Et quand je leur dis, si je vous donnais l'équipement en tant que service, là, vous avez accès à des équipements performants qui demandent moins de main-d'œuvre, qui sont plus rentables, là, et qui sont souvent plus agiles, plus polyvalents, parce que il ne faut pas penser à de l'automatisation 4.0, c'est beaucoup d'agilité, donc d'être capable de se tourner de bord rapidement. Et là, tout le monde dit « Wow! Et où est-ce que je signe? » Oui, c'est ça, c'est presque un go. Là. Et là, je vais voir les gens, moi, qui font de l'intégration et d'automatisation et tout, et ils sont super contents d'entendre ça. Ils disent « Écoute, tu as tellement raison. » Et là, je leur dis « Go! » Et là, ils disent « Ouais, mais il y a une chose peut-être qui t'échappe, là, c'est que moi aussi, je suis en pénurie de main-d'œuvre. Moi aussi, mon carnet est plein. Moi aussi, j'ai toute la misère du monde à livrer mes projets. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que je
fasse tant de plus de projets et aujourd'hui, je ne suis pas capable. Ben, donc, il était là l'enjeu au niveau Oui. de la production aussi de, Oui. de cet équipement-là pour le fabricant. C'est quand même un gros enjeu en ce moment. Il y en a beaucoup qui veulent même limiter certaines ventes parce qu'ils ont de la misère à produire. Oui. Les vendeurs sont très frustrés parce qu'ils ont un quota qu'ils ne peuvent pas vendre plus que si vous voulez acheter une voiture. Aujourd'hui, c'est pareil. Alors, en magasin de voitures, les vendeurs sont très frustrés parce qu'ils voudraient bien en vendre, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus derrière. Il n'y en a pas disponible. Oui. Il te reste une couleur, vert puis that's it. Effectivement, c'est pas toujours celle que tu préfères. Mais ça pour dire que, moi, quand je parle, ça fait plusieurs, des dizaines, sinon des centaines de personnes à qui je discute de ce sujet-là, et tout le monde est assez enthousiasmé, puis ils trouvent que moi aussi, je suis très enthousiasmé, mais le nœud à la fin, c'est toujours de la compétence technique. Et souvent, j'aime dire en blague, puis bon, à l'école, j'aime le dire à mes collègues, je dis, écoutez, j'ai un beau modèle qui explique comment redémarrer l'économie québécoise, mais le goulot, c'est les écoles d'ingénierie. Il est là, le goulot. Je l'attendais, j'allais te poser la question. Et ça, ce qu'on me dit, c'est bon, je suis très bon pour faire le portrait de tout, mais on me dit, si le goulot fondamental est dans ta cour, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et c'est là qu'effectivement, donc, je fais une annonce aujourd'hui. Oui, il y a un projet là, que tu voulais. Effectivement, puis je me mets la tête sur la bûche parce que j'ai juste un accord verbal, mais de toute façon, je vais le faire. Donc, à l'ETS, pour stimuler la compétence et tout, il faut savoir qu'on a, écoute, une grosse école, 12 000, j'imagine, d'étudiants aujourd'hui à peu près. Là. Donc, des milliers d'étudiants, de la compétence. Donc, si on dit qu'aujourd'hui, le goulot, c'est le talent, ça donne bien. Moi, je vis dans une marmite à talent. Ouais. Et de là, mon idée de lancer un centre d'innovation et de productivité. Donc, le centre d'innovation et de productivité, il va faire quoi? Le but, c'est de faire de l'innovation, de la productivité. Et vous savez que mon petit gratin, là, mon petit groupe de recherche-action en transformation et innovation numérique, donc c'est toujours derrière ma tête. Alors, c'est ce qu'on veut faire avec des entreprises. Donc, il faut voir ça, des fois, j'aime dire en blague, c'est une agence de rencontre où est-ce que moi, j'ai accès à des centaines d'étudiants qui veulent faire des projets en entreprise et avec les groupes de développement économique, je pense à Excellence industrielle Saint-Laurent, je pense à le Centre d'expertise industrielle de Montréal, mais j'ai aussi des amis au DigiFab à Longueuil, j'ai des amis dans plusieurs groupes de développement économique, dans les Laurentides, un peu partout. Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces gens-là, eux, connaissent extrêmement bien les entreprises, voient très bien quels sont les besoins et leurs besoins est souvent très, très, très en lien avec du talent. Et moi, je vis dans une marmite à talent. Donc, ce centre-là d'innovation et de productivité a pour mission d'aider les entreprises à innover et à améliorer leur productivité. Et c'est sûr que l'équipement en tant que service va être un de nos sujets. Ça va être un des modèles peut-être à co-créer avec les entreprises qui sont intéressées à innover et à vouloir adopter peut-être ce modèle-là, du moins l'essayer. Que cette marmite à talent-là est là pour vous aider. Là. Effectivement. Donc, écoute, je m'attends à beaucoup de bruit parce que pour l'instant, tous ceux à qui je parle, ils me disent, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. J'ai dit, attendez mon début d'année financière. C'est là qu'officiellement on va commencer, mais c'est en quelques semaines. Là. Okay. Donc, d'ici quelques semaines, on va mettre en place et j'aurai de l'information à fournir. On devrait monter un site web pour faciliter tout ce fonctionnement-là. J'aurai quelqu'un dédié. Là, c'est pas moi qui va faire ça à temps plein. J'aurai quelqu'un dédié pour faire fonctionner tout ça. Et je m'attends à beaucoup de participation parce que les étudiants sont extrêmement enthousiasmés. J'ai plusieurs collègues qui me disent, écoute, si tu es capable de recenser tous des besoins comme ça avec des entreprises, moi, je suis là tu es présent. Là. Chapeau, Michel, c'est vraiment une très belle initiative, honnêtement. Là, je pense il est là le goulot au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la compétence, puis de la productivité. Puis on a un bassin. Oui. On a des gens. On en a, puis après, c'est des initiatives comme celle-ci qui nous permettent de rentrer en contact avec des entreprises, puis de, innover sur des projets, des modèles d'affaires, des solutions. Des fois, il faut tester. Puis des fois, les tests existent déjà, il faut juste le faire, il faut passer à l'action. Donc, vraiment, les entreprises qui nous écoutent actuellement, n'hésitez pas, rentrez en contact avec Michel Rioux, rentrez en contact, professeur à l'ETS, justement derrière l'initiative du gratin, et là, de ce centre d'innovation et de productivité qui va être super intéressant. J'ai déjà hâte d'en savoir davantage sur ce beau projet-là. Puis une des grandes originalités, c'est que c'est le maillage, parce que des écoles qui font des centres pour aider, il y en a plein de centres qui veulent aider. Moi, j'ai un statut un peu particulier où est-ce que j'ai vraiment le pied dans les groupes de développement. Je suis une journée par semaine au CEI, au Centre d'expertise industrielle de Montréal. Fait, l'idée de dire, écoute, on va travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment un niveau d'intégration
d'intégration qui est exceptionnel. Là, l'aspect collaboratif, il est extrêmement important. Aujourd'hui, on en parlait. Les connaissances, être expert en tout, c'est très difficile. Donc, le plus de tête, le plus de cerveau, le plus de compétences on a autour d'un projet, le plus qu'on va être capable d'aller ratisser beaucoup plus large, puis d'être précis, d'être niche, puis d'être expert dans quelque chose, au final, en groupe, en mode collaboration. Parce qu'au CE, entre autres, on fait des diagnostics 4.0, on a des diagnostics éclairs qu'on fait beaucoup plus rapidement et tout, mais évidemment qu'on cible des pistes d'amélioration, on dit, bon, voici un peu la de route qu'il faut faire pour se développer, mais rapidement, le vrai premier goulot, des fois, les gens disent, il n'y aura pas d'argent. Non, aujourd'hui, il y a des gens qui sont quand même, pour se sortir du trouble, ils vont finir par trouver de l'argent. Oui, il y a de l'argent sur la table quand même avec plusieurs Puis les financiers me disent qu'ils ont plein d'argent, ils cherchent juste des projets qui sont acceptables pour eux. Là. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais le vrai goulot, c'est souvent le talent. Bien, c'est le talent parce que souvent, il y a de l'argent, puis des fois, la volonté, elle est là aussi. Là. Il y a plusieurs entreprises, on parle de façon locale ici au Québec, qui veulent innover, mais là, c'est le manque de temps qui est directement en impact avec le manque de ressources internes pour chapeauter ce projet-là. Tu sais, c'est pas les PDG, les VP, la haute direction, ils en ont plein les bottines avec d'autres projets, puis des fois, ils ont besoin de directeurs, sous-directeurs, ils ont besoin de ressources à l'interne pour chapeauter ces projets-là. Donc, le manque un peu de talent, comme tu le mentionnes, c'est souvent un goulot important pour l'innovation ici, pour les entreprises. Donc, le genre d'initiative va permettre aux entreprises de rentrer en contact avec un bassin de talent. Une originalité que je veux tester. Alors, j'ai sondé le terrain auprès de certaines entreprises, j'ai sondé le terrain auprès de certains étudiants, puis ils me disaient, écoute, t'es un peu fou, là, mais je suis prêt à l'essayer. Et un défi que je disais, parce qu'aujourd'hui, bon, évidemment, au CEI, on dit, voici une feuille de route, voici ce qu'il faut faire. Souvent, ils n'ont même pas le temps. Là. Le timing est terrible. Là. Ils n'ont pas le temps de faire, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et dans bien des cas, ils n'ont pas besoin d'un universitaire qui est très réfléchi. Ils disent, écoute, j'ai de la job à faire. Et je leur disais, moi, j'aurais un défi pour certains étudiants. On leur disait, écoute, il manque une personne très opérationnelle. Alors, je te donne, tu vas aller travailler une session, et puis oui, tu es un ingénieur qui fait une maîtrise en transformation numérique, là, je te trouve un job, tu vas être avec les opérateurs sur le plancher. Ton défi, c'est que pendant la session, à mesure que tu travailles, tu vas comprendre le travail, et à mesure que ça évolue, à la fin de la session, tu vas me faire des recommandations sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois plus nécessaire. C'est quoi les systèmes d'information? C'est quoi la robotisation? C'est quoi l'automatisation? C'est quoi? Comment on peut organiser le travail? Dans bien des cas, juste en ligne, à côté, meilleur aménagement. Tout simplement. Et ça, j'ai des étudiants qui me disent, écoute, c'est un peu gênant de dire que je fais une maîtrise puis je vais aller travailler sur le plancher. Mais je dis, écoute, c'est sûrement le meilleur investissement de ta vie. Va toucher à la réalité et le projet que tu vas développer, tu vas vite savoir s'il y a de l'allure ou s'il n'y a pas d'allure parce que... Et ça, écoute, c'est le genre d'originalité qu'on veut tester en disant, écoute, on veut faire des trucs un petit peu différemment et puis, il y a des joueurs qui, aujourd'hui, ils lèvent la main et ils disent, moi, oui. On est prêt. je suis là. On lance l'appel. Bien hâte d'en savoir davantage sur ce projet-là. Encore une fois, chapeau, Michel. Puis un grand merci pour la belle discussion qu'on a eue aujourd'hui là, sur les équipements en tant que service. Je trouve que c'est un modèle qui, oui, en effet, existe depuis un certain temps, mais que, a été peut-être un peu négligé. Il faut le démocratiser. Il faut le démocratiser, il faut le comprendre. Puis je pense que c'est normal qu'il y ait quelques freins pour les entreprises parce que là, on parlait du fameux CAPEX, OPEX, on est toujours une tendance vers l'investissement puis de voir que ça nous appartient. Mais finalement, il y a plusieurs gains à y avoir lorsqu'on a un bon service, puis on a une maintenance préventive. On a une équipe d'experts, en fait, qui est derrière l'évolution de cet équipement-là. On minimise des risques. Être centré client, gros gain à aller chercher aussi à ce niveau-là, autant le fabricant que l'utilisateur. Donc, Michel, ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour une deuxième fois sur ce podcast-là. Sujet super intéressant. Puis, on se tient au courant pour ce beau projet-là en innovation, productivité là, pour les entreprises manufacturières industrielles du Québec. Si on dit jamais 203, effectivement, peut-être j'aurai quelque chose d'officiel à annoncer très, très bientôt. On aura assurément la chance d'en faire un troisième, ça, je te le garantis. Good. Un gros merci, Michel. C'est moi qui te remercie, Simon. Bonne journée. Bonne journée. Bye.